j'ai toujours été entourée de gens qui ont une sorte de passion, qui ont eu un rêve, qui ont un objectif, qui ont quelque chose. Et je suis là en mode, moi j'en ai pas. Et ça a été dur franchement quand j'étais jeune. Je pense que pendant longtemps je m'étais faite cette image de moi, d'une voyageuse. C'est ça qui te nourrit? Ouais. C'est les autres? C'est les autres. Ok. C'est toujours les autres qui vont me nourrir, ouais. Et tu crois que ça, on peut pas voir ça comme une passion? Je parlais des études, mais en fait, si toi tu te nourris de l'autre, tu es en études tous les jours. Tu veux te mettre à droite? Comme ou à tu veux, gauche? tu me dis. Bah, à mon avis, on te verra plus si t'es à gauche. Peut-être mieux, non? Allez. C'est quand même toi qui as l'honneur. Oula. Ah oui, d'accord, c'est un peu bancal aussi. Oh oui. Va falloir que tu fasses le contrepoids. On va finir à l'eau. Bah là je te dis ça va être une super vidéo. On va finir à l'eau. Je pense que ta vidéo ce sera la meilleure que tu puisses avoir si Au bout c'est. de 2 minutes, plouf. Donc tu penses que tu n'as pas de rêve? C'est pas que je pense, j'y ai beaucoup pensé. Puis c'est quelque chose qui m'a rappelé que depuis que je suis ado, je suis pas mal différente des gens avec qui je traîne, avec les gens qui m'entourent, dans le sens où j'ai toujours été entourée de gens qui ont une sorte de passion, qui ont eu un rêve, qui ont eu un objectif, qui ont quelque chose. Et je suis là en mode, moi j'en ai pas. Et ça a été dur franchement quand j'étais jeune de me dire, tu sais quand t'es ado c'est plus les questions de passion. J'avais des amis, c'était le dessin, c'était le cheval, c'était le patinage, plein de choses. Puis ça, je suis plus touche à tout. Tu sais, comme on disait tout à l'heure dans la voiture, je suis une yes girl, je vais essayer plein de trucs. Mais j'ai pas un truc qui m'ancre, qui me tient. Et avoir un rêve, non, j'en ai pas. Je pense que j'ai plein de petites choses qui me donnent envie, mais rien sur lequel je vais m'accrocher. Ou tu vois, comme quand lui parlait de son rêve, de se donner les moyens d'y aller, il n'y a rien qui me donne autant envie d'aller jusque-là, quoi. Donc il n'y a pas forcément quelque chose qui t'anime plus que le reste? Non. En termes de passe-temps? Non. Ok. J'ai essayé, mais je pense que j'ai jamais réussi à trouver quelque chose qui me garde. Je vais peut-être avoir des choses qui vont être sur une longue durée, que ce soit de la danse, que ce soit de la pole, que ce soit du sport, mais peut-être que le sport c'est plus question santé qu'autre chose. De temps en temps, je vais me pogner une bulle, je vais aller faire de la peinture. Tu vois, ce week-end, je suis juste passée à Dolorama, j'ai acheté 2 petits cadres de la peinture, puis j'ai juste fait des petits dessins. Mais je peux aller d'un seul coup me mettre à faire du macramé pendant 3 semaines, puis arrêter d'un seul coup me dire oh, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai eu ma dose. Rien de constant. Rien de constant. Ok. Mais tu essaies beaucoup de choses? Ouais, au final, je vais essayer beaucoup de choses parce que. Il faut bien se trouver quelque chose à faire quand même, je pense, au bout d'un moment. Sinon, tu tournes vite en rond. Ouais. Tu sais, même quand j'étais jeune, la lecture, je lisais énormément. Je dévorais des bouquins. Ça s'est arrêté pendant de longues années. Puis là, j'ai un peu repris. Ma mère m'avait offert une Kindle pour mon anniversaire il y a 1 ou 2 ans. Ce qui m'a permis un peu plus de me remettre plus facilement dedans. Parce que peut-être quand j'allais au parc, au lieu de me traîner des gros livres, je pouvais juste prendre ça dans mon sac, puis c'était facile. Mais tu vois, même ça, c'est des phases, c'est des bulles que je prends qui peuvent durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Puis d'un seul coup, je vais remettre ça de côté. Puis je vais peut-être le reprendre plus tard. Ok. Quand tu étais enfant, tu avais une vie plutôt un peu avec toi-même, imaginative, plutôt intérieure ou plutôt avec les autres, du coup? J'ai pas de souvenirs. T'as pas de souvenirs? J'ai très peu de souvenirs de ma jeunesse, de mon enfance, même jusqu'au lycée. J'ai très très peu de souvenirs. Même sur la phase adulte, il y a plein de choses que j'ai oubliées. Quand les gens m'en parlent, des fois je dis « Ah, ça me parle » ou je vais me dire « Aucune idée de ce dont tu me racontes ». Quand j'étais jeune, tu sais, je le sais plus parce qu'on en parlait quand on en parle avec mes parents ou autres, mais jusqu'à mes 10 ans, j'ai déménagé chaque année. Donc j'ai toujours dû être un peu tournée vers les autres parce que il faut que tu te fasses toujours un cercle d'amis, il faut toujours que tu essaies de te sociabiliser, de te créer une vie là où tu vas. Mais à la maison, ma mère, elle avait toujours cette chose de, pendant 1 heure, elle appelait ça le temps du silence. Elle me disait, pendant 1 heure, tu es toute seule dans ta chambre.
et tu me fiches la paix. Dans le sens, tu m'appelles parce que tu as besoin de chercher quelque chose sur une étagère ou tu as besoin d'aide pour ouvrir quelque chose que tu n'arrives pas à faire toute seule, mais pendant 1 heure, tu es toi et toi-même. Tu peux lire, tu peux dormir, tu peux jouer, tu peux dessiner, tu fais ce que tu veux, mais tu n'es pas avec quelqu'un qui a besoin de t'entretenir, parce que ma mère voulait justement que j'apprenne à m'ennuyer et à faire les choses par moi-même. Wow, c'est incroyable ça. Ouais. Et je pense que je l'avais eu beaucoup quand j'étais jeune. Je l'ai perdu jusqu'à, je pense, les 2 dernières années. Et tu sais, sans m'en rendre compte, ces trucs-là, mais tu sais, la vie fait que tu te retrouves à te retrouver dans des situations où tu te forces, en fait, t'es forcé à t'ennuyer, t'es forcé à être plus seul. Parce que je suis quelqu'un d'assez sociable. Pendant longtemps, j'étais là, j'avais une vie sociale assez dense. L'autre fois, j'avais regardé mon agenda parce que je cherchais quelque chose à une ancienne date. Puis je pense que c'était en 2022 à peu près, 2022-2023. J'ai regardé mon mois de mars-avril. Sur les 2 mois, j'avais 4 jours par mois où j'avais rien de prévu. Où j'étais tous les jours, je faisais quelque chose, je voyais des gens, j'avais une activité. Donc c'était vraiment social. Ok. Puis dans les 2 dernières années, parce que les gens font leur vie qui change, font d'autres choses. Moi, pendant quasi 1 an, j'ai été au chômage, j'ai pas travaillé. Donc tu as la journée aussi où tu dois t'occuper tout seul. Là, je me suis retrouvée à être beaucoup plus seule, à m'ennuyer, vraiment. J'avoue que j'ai eu le bon moment de l'ennui parce que quand j'ai commencé à ne plus travailler, c'était l'été. Donc là, c'est vraiment les moments où tu te dis « Oh, je peux prendre moi un Mac, je vais au parc, je me pose, je reste là à regarder la vie passer. » Comment tu te sentais dans ces moments-là? Hormis les raisons pour lesquelles j'avais arrêté de travailler, bien. Franchement, il y avait plein de moments, des fois je me posais, j'étais juste là, sous un arbre, je posais ma tête comme ça contre le tronc, puis je regardais juste les feuilles bouger, puis je fais « Oh, c'est bien de prendre le temps, c'est agréable. » Encore une fois, c'est parce que j'ai eu la chance de le faire au bon moment. Tu sais, c'était en plein été, donc t'es pas enfermé chez toi. C'est sûr que quand l'hiver est arrivé, ça a été un peu plus rude ces moments-là, parce que tu sors pas ici à Montréal, tu te mets pas sous un banc de neige pendant 40 minutes à regarder la neige tomber. Mais ouais, c'était bien. Ok. J'ai pris le temps de souffler et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être tiquer quand je dis ça, parce que j'ai déjà vu des réactions quand j'en ai parlé, mais je pense que tout le monde gagnerait à ne pas travailler pendant pratiquement entre 6 mois, 1 an. Et quand je dis pas travailler, c'est pas non plus avoir un projet. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Ah, j'arrête, je fais une pause pro pour travailler sur mon projet, pour aller voyager, pour faire des choses. » Je dis pas que c'est mal, mais avoir une pause et que tu sais pas ce que tu vas faire, que chaque jour c'est différent, chaque jour c'est nouveau, tu dis « Bon, c'est quoi mon programme de la journée ?» Tu prends le temps. Tu apprends vraiment à te dire « Bon, je m'occupe comment aujourd'hui ?» Et c'est important, je trouve. Bah, je suis d'accord. Et donc tu fais la place, tu fais pas mal de place au vide dans tes semaines, quand même? Je le fais pas. C'est pas volontaire. Pas, je me prends pas le temps de le faire. Dans le sens, je me dis pas... je sais qu'il y a des gens qui vont se dire « Ok, là, ça fait trop de jours où j'ai fait des choses et j'ai besoin de temps pour moi. Là, je vais rien faire ce week-end, ou je vais pas voir du monde, ou je vais annuler ce que j'ai, ou il faut que je prenne du temps pour moi. » Je le fais pas volontairement, parce que ma vie est moins remplie que d'autres personnes. Déjà, rien que le fait de pas être en couple, tu te retrouves donc forcément à avoir plus de soirées avec des gens qui sont en couple ou qui vivent ensemble. Puis du coup, comme je disais tout à l'heure, le cercle social qui a chacun un peu leur vie, donc tu te retrouves pas forcément à être dispo tous au même moment, ce qui fait qu'il y a 3-4 soirs par semaine où je suis seule, où j'ai rien de prévu, où je fais rien. Donc c'est pas volontaire, mais j'ai appris à être bien avec ça. Tu m'as parlé du travail juste avant. Donc, tu as quitté ton travail à un moment? Oui. Est-ce que tu arriverais à dire en une phrase ou deux ce qui te plaisait le plus soit dans ton travail actuel, soit dans ton dernier travail? Dans mon travail actuel et dans le premier travail que j'ai eu en arrivant à Montréal, donc ce qui est la première expérience que j'ai eue dans ce milieu professionnel, parce que c'est pas le même travail que je faisais quand j'étais en France avant. Dans ce premier job et dans ma job actuelle, c'est les gens. Et moi, ça a toujours été les gens. Ma mère m'a toujours dit quelque chose, parce que j'ai 2 cousins qui sont à l'extrême opposé. J'en ai un, il faut absolument que le boulot lui plaise.
que le travail en lui-même soit gratifiant, qu'il ait envie de se réveiller tous les matins, de faire ce qu'il va faire, que ce soit payant ou non. L'autre, c'est je m'en fiche un peu, tant que mon boulot ne me rend pas malheureux, mais qu'il me paye assez bien pour que je puisse vivre ma vie et profiter de ma vie dehors, ça me suffira. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, encore une fois, quand je disais tout à l'heure, j'étais toujours entourée de gens qui aiment ce qu'ils font, des passions et autres. J'ai toujours été entourée de gens qui aiment leur boulot. Et ça a toujours été un peu un clash avec moi de me dire vas-y, tout le monde aime son job, moi je ne suis pas capable d'aimer mon travail, de trouver ça waouh, fou, intéressant. Donc moi, ça a toujours été les gens. Les gens avec qui je travaille, c'est eux qui me donnent envie de venir travailler, c'est eux qui me donnent envie de m'amuser, c'est avec eux que je fais créer des liens. Et je vais me dire, ok, aujourd'hui, même si c'est pas une journée folle au travail, je peux parler à X, Y, Z et on va se marrer. C'est ça qui te nourrit? Ouais. C'est les autres? C'est les autres. Okay. C'est toujours les autres qui vont me nourrir, ouais. Et tu crois que ça, on peut pas voir ça comme une passion? Tu peux voir ça comme une passion, mais je ne verrais pas comment tu peux la transcrire dans le sens où, tu sais, quand je passais des entretiens, on me demandait toujours, et toi, qu'est-ce que tu aimes faire après le boulot? Tu sais, la question de c'est quoi tes hobbies et autres. Et moi, je répondais toujours, c'est passer du temps avec les gens, passer du temps avec mes amis. Et ça peut être une passion, mais c'est pas une passion que tu peux nourrir tout seul. Faut que tu aies forcément des gens qui puissent le faire avec toi. Ouais, mais c'est juste que ton sujet de passion, c'est pas quelque chose de de figé. Ouais. C'est les autres, en fait. Ouais, c'est de passer du bon temps avec les autres. C'est des petites choses, des grosses choses. Tu sais, je sais pas si tu as souvent vu passer ça sur les réseaux, mais là, les gens qui disent je suis pas le genre de personne à qui il faut que tu dises viens, on part en vacances comme une blague parce que je suis déjà en train de regarder les billets d'avion et tu as à peu près 5 minutes pour me dire que tu rigoles. C'est vraiment... je vais vraiment être ce genre de personne, tu vois. Et que ça peut être donc vraiment pour se dire ah, ça dit on prend un café, ça dit on part en week-end, ça dit on se fait une soirée. Tu sais, même juste des choses bêtes, de me dire j'ai besoin d'aller faire ma lessive. Vas-y, je viens avec toi, tu sais, faire des amis du quotidien. C'est pas obligé de toujours se trouver une raison de se voir, de quoi que ce soit. Moi, des fois, il y a plein de fois, je dis à des amis, j'ai un ami qui, des fois, on essaye de se voir, puis là, écoute, il faut que je fasse du ménage, il faut que je fasse ma lessive, j'ai 3 brassées à faire, donc je vais peut-être finir tard. Puis là, je suis ramène ton linge, en fait. Viens faire ta lessive à la maison, comme ça, tu sais, tu lances ta machine, puis on passe du temps ensemble et on fait rien d'autre. Et avec une amie, on avait commencé ça quand moi je travaillais pas et elle venait de se séparer. On a commencé à faire des moments parce qu'on avait besoin de se retrouver, on avait besoin pas de contact physique, mais de moments physiques avec physiquement des gens. Puis on a commencé à appeler ces moments-là vivre et coexister. C'est juste comme quand tu vis en couple, tu n'es pas forcément tout le temps avec l'autre, mais tu es dans le même environnement. Donc il y en a un qui lit un bouquin pendant que l'autre fait un puzzle, pendant que tu vis ta vie. Et ça, oui, ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. J'ai pas besoin forcément de faire toujours quelque chose d'incroyable avec les gens. Mais c'est incroyable d'offrir ça aux autres, non, quand même, d'offrir la présence aux autres. Ouais. Tu crois pas? Si. D'avoir à la fois je sais pas, la sérénité et la paix pour pouvoir passer du temps seul, parce qu'on dirait que tu as ça, mais en même temps d'être toujours assez souvent enthousiaste pour offrir ce temps. Ouais. Donc les deux te conviennent? J'ai toujours une préférence. Si j'avais le choix, j'aurais toujours une préférence de passer du temps avec les gens. Ok. Toujours. Ok. Parce que je me suis jamais retrouvée à avoir ma batterie sociale drainée. Jamais? Je me rappelle, pas ma batterie sociale, ma batterie physique d'énergie, de genre là, ok, là je suis fatiguée, ça fait 4 soirs de suite que je sors, je me suis couchée tard, je n'ai pas beaucoup dormi. Batterie physique, oui. Batterie sociale, je pense pas. Je pense pas que je me suis déjà retrouvée à me dire là j'ai plus envie de voir les gens, j'ai pas envie de parler. Peut-être que j'ai envie de moins parler, et donc dans ces moments-là, je vais aller chercher des gens avec qui je peux justement vivre et coexister, ou qui me prennent pas trop d'énergie, mais jamais de drainage social, je pense. Et ça me fait souvent rire parce que je me suis rendu compte de ça dans les dernières années, et des fois, à chaque fois que ça m'arrive, je regarde vers le ciel, je dis super univers, tu m'as encore fait le même coup. C'est vraiment, je suis à l'aise maintenant d'être seule, de pas avoir des choses de prévues, plusieurs fois par semaine. Et il y a toujours des jours, et je pense que c'est normal pour tout le monde, il y a toujours des moments où je suis là en mode ah là non, là j'ai vraiment pas envie d'être seule. C'est pas que ça va mal, mais j'ai juste vraiment besoin de sociabiliser à ce moment-là. Et à chaque fois, ces soirs-là, ces jours-là, j'écris à plusieurs personnes et elles sont
tout occupé. Tout. Et tu vas être sûr que le lendemain ou le surlendemain, je vais avoir 2-3 personnes qui vont me proposer un truc le même jour. Et à chaque fois, c'est quand même fou de se dire, le seul jour où j'ai vraiment, vraiment envie et besoin, l'univers ne te le donne pas. L'univers me le donne pas, mais tu peux être sûr qu'il va me dire, non, par contre, demain, tiens, je te le donne. Qu'est-ce que tu fais dans ce moment-là, quand tu te retrouves seul? Enfin, je veux dire, est-ce que tu fais des choses créatives? Est-ce que tu crées des choses? Non. Non. Je suis pas une créative, dans le sens, j'ai pas l'esprit créatif. J'ai un imaginaire, mais j'ai pas la créativité en moi de le faire. Je vais plus être, tu vas avoir quelqu'un qui se baigne sur la vidéo, ça va être génial. Je vais plus être dans l'exécution. Là, je te disais, ce week-end, mettons, j'ai peint des tout petits cadres. Ça m'est pas venu moi-même. C'est que j'étais en train de scroller sur Insta, j'ai vu passer ces choses-là. Je fais, ah, c'est mignon, je vais le reproduire. Je vais faire la même chose. Mais instinctivement, tu mettrais une toile devant moi et me dis, vas-y, fais quelque chose avec ça. Il n'y a rien qui va sortir. J'ai pas cette créativité. J'ai de l'imaginaire, mais pas de la créativité. Et ce que je fais dans ce moment-là, c'est dépendamment du jour, dépendamment de la météo, je vais peut-être aller me balader. Je fais beaucoup de marches. Je vais essayer de lire si ça vient. Je vais regarder quelque chose. Je vais rester. Je vais peut-être sortir mes bouquins de Sudoku. Okay. Et ouais, des petites choses. Je pense que dans ces moments-là, j'arrive pas à me lancer dans quelque chose de gros. Donc je fais plein de petites choses qui vont vite m'occuper et faire passer le temps. En tout cas, les circonstances et l'univers te donnent souvent du temps seul. Ouais. Ouais, on dirait bien. Ok. Et aujourd'hui, dans ton travail, est-ce que tu as envie de changement? Quand je te dis que j'avais arrêté le travail pendant quasiment 1 an, je suis partie dans ce qu'on appelle un bore-out. C'est pas un burn-out, pas parce que j'étais brûlée, que j'en faisais trop, etc. J'étais tout le contraire. Je m'ennuyais à mourir. Et j'avais quand même une super reconnaissance en plus de ça. Donc c'était pas juste un ennui, c'était j'étais payée à travailler 8 heures par jour. J'en travaillais réalistiquement 1h30, 2 heures. Parce que il y a eu plein de circonstances, soit parce qu'on ne pouvait pas avancer plus rapidement sur certaines choses, soit parce qu'il y avait des obstacles et des bloquants, soit parce qu'il y avait des récalcitrances, enfin plein de raisons. Mais malgré ça, sur ces peu d'heures travaillées, les gens avec qui je travaillais me disaient toujours « Soraya, ce que tu fais, c'est incroyable. Depuis que tu es arrivée, on a vu une différence. » Et c'est là où je me disais « Ouf, waouh, si vous pensez voir une différence en 1h30 et que ça vous change vraiment votre vie, c'est vraiment bizarre comme concept pour moi. » En tout cas, toi, c'est pas ce qui résonnait en toi, ce que tu produisais là-bas. C'est vraiment pas du tout ce qui okay. Zéro. Parce que j'étais là, c'était vraiment me dire... Tu sais, la personne qui m'avait dit ça, c'était parce que j'étais arrivée, puis j'avais juste commencé à prendre des notes en partageant mon écran pendant une réunion. Et là, j'ai dit, waouh, si ça te change ta vie, c'est fou quand même de penser... Bah, c'est marrant, mais en fait, je pense que... Parfois, les autres n'arrivent pas à faire de compliments autres que pour la raison pour laquelle on est ensemble. Mais en fait, peut-être que simplement, c'est ta présence que les gens apprécient. Dans mon travail, de toute façon, le travail que je fais, c'est pas un travail qui apporte une valeur tangible. Je produis rien. Je suis pas développeuse, je suis pas designer, j'écris pas de texte. Mon travail... Donc c'est quoi ton travail en un mot? Et mon titre de poste, c'est 2 mots, c'est Scrum Master. Et c'est pas un travail tangible, c'est un travail de coordination, c'est un travail qui est là pour faire en sorte que les personnes se parlent entre eux puis tu essayes de débloquer des choses pour des gens. Donc, dépendamment des personnes avec qui tu travailles, les équipes avec lesquelles tu travailles, oui, ça peut apporter beaucoup de valeur. Ça m'est déjà arrivé justement dans mon premier boulot où j'étais là, oh waouh, ok. C'était ma première expérience dans ce métier-là et je me suis dit, c'est fun. Je me sens bien parce que j'ai une super équipe, mais en plus de ça, je suis utile, je sers à quelque chose. Là. Et après ça, j'étais là, dans les équipes dans lesquelles je me suis retrouvée, je ne servais à rien. Soit parce que, comme je disais, il y avait pas grand-chose que je pouvais faire parce qu'il y avait des bloquants, parce qu'on ne pouvait pas avancer aussi vite qu'on voulait, ou il y avait des récalcitrances. Soit parce que, mettons, dans le métier, que dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, il faut un niveau d'expertise extrêmement élevé que je n'ai pas, techniquement parlant.
Ce qui fait que je ne suis pas en mesure de bien les aider au niveau de la technique, ce qui n'est pas très grave. Mais c'est aussi des gens qui sont quand même bien organisés entre eux et qui communiquent bien entre eux aussi. Ce qui fait que mon métier, il est bien quand tu as des problèmes de communication, que les gens ne savent pas se parler ou ne savent pas à qui aller parler. Là, ce n'est pas le cas. C'est souvent moi plutôt qui vais leur dire, qui vais leur demander « Est-ce que tu as pu vérifier ça, ça, ça ?» Ils m'ont dit « Oui, c'est déjà fait. » Et donc je sers moins dans ce côté-là aussi. Ok. Tu pourrais faire ce travail toute ta vie? J'y réfléchis. Je pourrais. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui mourrait? Ouais. Moi, je pense qu'elle est déjà morte. Ah ouais? Ouais. Il est là ton rêve en fait. Il est dans la partie en toi qui... Peut-être, mais c'est pas un rêve professionnel. Moi, je fais plus comme mon deuxième cousin de... Mais il me faut pas avoir un travail qui me passionne. pourquoi tu crois qu'un rêve c'est forcément professionnel? Oh non, pas forcément Ah oui. professionnel, mais là, tu sais, comme on se disait, Oui, peut-être ok. c'est la partie qui est morte, je Non. pensais que tu reliais ça au professionnel, mais non. Bah, en fait, forcément. je me dis juste, si tu peux pas faire ce travail toute ta vie et que tu as la sensation que si tu devais le faire toute ta vie, il y a une partie de toi qui mourrait, bah, la partie de toi qui mourrait en faisant ce travail, c'est la partie que tu as besoin à laquelle tu as besoin de faire de la place. Donc la question c'est, aujourd'hui dans ta journée ou dans ta semaine, quel est le moment où tu te sens le mieux au travail? Et il n'y a pas de mauvaise réponse. Ah non, il n'y a pas de mauvaise Tu vois? réponse. Non mais vraiment, ça peut être fou, ça peut être ridicule, ça peut être dingue, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Ouais, c'est mes rencontres de 8h45 tous les matins. C'est des rencontres que j'ai mis en place avec un de mes collègues, un des collègues avec qui je suis le plus proche, parce que lui, il croulait sous le travail, il n'était pas capable de se prioriser, de s'organiser, puis ça commençait à vraiment l'affecter. Tu le voyais, il devenait mauvais en fait. Donc c'est des rencontres avec des nouvelles personnes. Non, c'est toujours la même personne. C'est la même personne, on se voit un quart d'heure à 8h45 tous les matins. Et au début, c'était vraiment juste pour se dire, ok, c'est quoi ta journée aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as sur l'agenda? Et comme ça, on va prioriser les choses pour pas que tu te fasses happer par tout et rien et que tu sois une poule sans tête. Maintenant, c'est juste devenu des moments où on s'appelle, on se dit bon matin, comment a été ta journée d'hier, ta soirée, on bitch peut-être sur des choses qui se passent et qu'on a besoin d'extérioriser. C'est des moments où je sens que ça lui fait du bien à lui. Et en fait, tous les moments que j'apprécie énormément au travail, c'est pas les rencontres officielles, c'est pas les rencontres où il faut discuter de où on en est sur le projet, ou qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui bloque, quelles sont les solutions. C'est les moments où j'ai des gens qui vont m'appeler. Aujourd'hui, j'ai un collègue qui m'a dit hey, est-ce que tu peux m'appeler quand tu as 2 minutes? Je l'ai appelé, il m'a dit bah là, tu vois, j'ai senti que pendant la réunion, il y a un truc qui m'allait pas. Et en fait, c'est les moments où les gens viennent me voir pour me dire il y a un truc qui me chiffonne. Ok, parfait. Que tu saches ça, déjà, c'est beaucoup. Donc le moment où tu te sens mieux dans ta journée, c'est un moment où tu aides quelqu'un, où tu aides l'autre à aller mieux. Et tu me parlais un peu plus tôt de tes amis. Et que j'ai le sentiment, tu me disais tout à l'heure que tu es assez souvent enthousiaste à essayer de nouvelles choses et à te laisser porter par un peu la particularité de chacun, la passion de chacun justement. Et que toi, ce qui te drivait, c'était plus la passion de l'autre, enfin plus l'autre que sa passion en fait. Donc le fait que tu aies un vis-à-vis et que tu es quelqu'un que tu puisses aider. Ouais. Ou accompagner. Ouais, je pense que c'est quelque chose d'humain. Et je l'ai peut-être plus développé que d'autres, peut-être que c'est des conneries ce que je dis, mais ce sentiment de se sentir utile. Et je pense qu'on a tous besoin de se sentir utile, que ce soit au travail, au professionnel, familial, de sentir que tu as servi à quelque chose. Puis tu sais, je me rappelle en janvier l'année dernière, je pense que j'ai un ami qui m'a fait un des plus beaux compliments qu'on m'ait jamais fait. Puis il ne le sait pas, ça, s'il écoute la vidéo, il va peut-être le savoir. On était chez moi un soir, puis lui, ça allait pas, et c'est pas quelqu'un qui s'ouvre particulièrement, qui s'ouvre énormément sur lui, ses émotions, ce qu'il ressent. Et il a juste déblatéré. Et pas fait un monologue, mais j'étais juste parlé de ce qui se passait, de comment ça allait, ce qu'il y avait un peu en tête. Et on a discuté de plein de petites choses. Dans ces moments-là, je suis plus quelqu'un qui laisse parler, je vais poser certaines questions, mais je ne suis pas quelqu'un qui offre des solutions. C'est parce que j'ai appris ça très tôt, et je pense qu'on est tous conscients de ça, mais
c'est naturel et humain de vouloir trouver des solutions quand quelqu'un vient avec quelque chose qui ne va pas. Tu as envie que la personne aille mieux, donc tu veux lui proposer des choses pour que ça aille bien. Moi, je suis plus du genre, ça va pas en fait. Et puis c'est pas grave, je vais pas essayer de te dire ça va bien aller, mais regarde, faut penser positivement à ça. Là, tout de suite, tu vas pas, ça va te servir à rien que je te dise que ça va. Donc je vais juste te laisser parler, je vais te poser des questions qui vont te faire en sorte que tu vas s'ouvrir plus. Et à la fin de la soirée, il m'a juste dit, il me fait saut, tu sais, t'es une des seules personnes avec qui je parle comme ça et tu sais vraiment écouter. T'es juste là à écouter, ça fait du bien de pouvoir juste se sentir entendu. Et j'avais trouvé ça, j'étais là, je fais waouh, ça fait plaisir à entendre ça franchement. De se dire, ah, t'as vraiment senti que je t'ai fait du bien ce soir-là. Ah ouais, c'est inestimable quand même. Ouais. Donc si jamais il écoute la vidéo, je veux qu'il sache que c'était un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait. En fait, c'est surtout que si lui l'a ressenti, et je pense par rapport à tout ce que tu as dit avant, c'est qu'à mon avis, tu as quelque chose à offrir à peu près n'importe quelle personne sur ce segment-là, tu vois. Le segment de l'écoute, ou de l'empathie, ou d'être là pour l'autre. Et je pense que c'est peut-être une de tes forces quand même. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui va dire oui, ça c'est ma force. Je suis pas quelqu'un qui va avoir tendance à me mettre en avant, mais je pense que je peux facilement dire que ça oui. Et ça me fait plaisir de dire oui en plus. Ouais. Ok. Quand tu as choisi cet endroit pour venir, tu voulais que ce soit proche de l'eau. Et tu as aussi dit que tu n'étais pas venu ici depuis longtemps. Ouais. Est-ce que tu veux parler du moment ou du souvenir que tu avais ou juste de ce que tu imaginais? Pourquoi tu voulais venir proche de l'eau? Je pense que j'ai toujours aimé l'eau. Je te dis, j'ai passé la majorité de ma vie là où après mes 10 ans, là où on s'est posé le plus longtemps avec mes parents, c'était au Havre. Donc dans la banlieue, pas dans la banlieue havraise et autres, mais je sais pas si t'es déjà allé au Havre, mais le Havre, c'est vraiment la mer dans la ville. Donc l'accès est extrêmement facile. J'habitais à 10-15 minutes à pied des falaises. Donc c'était facile de juste aller se poser. Puis c'est toujours calme, l'eau. C'est calmant. C'est pas calme, mais c'est calmant, c'est agréable. Et j'ai une tendance, en plus de pourquoi aussi l'eau, c'est que j'ai une tendance à quand je suis posée, que ce soit toute seule ou avec les gens, et je sais pas si les gens prennent ça pour de la malpolitesse des fois, et j'espère que c'est pas le cas, mais quand il y a du monde qui passe autour, je suis vite happée à regarder à droite à gauche. Je suis très attentive, j'écoute énormément, mais il y a une personne qui est là, je vais regarder ce que l'autre fait, et quand c'est l'eau, c'est juste, je peux fixer un point, la vaguelette, elle va passer, je vais pas la suivre. Puis c'est juste apaisant, c'est agréable, je trouve ça beau. Je trouve ce spot beau. Puis le pourquoi, c'est que, ouais, comme je te dis, je voulais de l'eau. J'avais pensé au saule pleureur qui est un peu plus loin, qu'on n'a pas pu voir finalement, mais juste parce que c'est un de mes arbres préférés. Ouais. Et je trouve ça, tu sais, la combinaison d'avoir et de l'eau et un saule, j'ai fait, là, on a un super spot. Et là, je suis pas venue ici depuis des années, pas juste parce que j'ai jamais pris le temps de le faire. Okay. Mais la dernière fois où j'étais venue avec une personne qui comptait énormément pour moi et qui m'a fait découvrir cet endroit. Et j'en ai un beau souvenir, honnêtement, de cet endroit, en plus. Donc, ouais, je pensais à ça pour me dire ça change. Ça t'apaise, en tout cas, toi. Ouais, je suis bien. Tu sais, quand je disais tout à l'heure que le parc La Fontaine, c'est mon jardin, et que j'y vais 2 à 3 fois par jour, moi, ma journée, quand ma journée se termine au travail et qu'il fait beau, je sors de chez moi, je me pose sur un banc devant le lac. Et j'ai toujours un banc devant le lac, d'ailleurs. Mais je suis juste là et je me pose. Des fois, je vais écouter de la musique, un podcast, je vais lire un livre. Des fois, je vais m'allonger sur le banc et je vais faire une micro-sieste. Et des fois, je vais juste rien faire. Je vais juste être assise puis je regarde le monde passer. Et c'est juste parce qu'il y a l'eau, il y a les canards, il y a l'herbe, il y a... Je sais pas, je trouve ça agréable. Ok. Savoir prendre le temps. Ouais. De juste se poser et pas avoir quelque chose à faire. Quand je disais tout à l'heure, encore une fois, que je suis entourée de gens qui ont des passions, qui ont des objectifs, qui ont des rêves, etc., et qui travaillent sur des projets, je trouve ça admirable. Je trouve ça incroyable parce que c'est quelque chose que je n'ai pas. Mais des fois, quand je les écoute,
je me rends compte que, comme tu sais, tu me posais la question tout à l'heure de Jacques, est-ce que tu arrives à faire du temps dans ta semaine pour ne rien faire? Je t'ai dit, c'est pas volontaire, mais d'entendre des gens qui disent je suis obligée de me trouver des moments pour, je trouve ça. Le mot que j'ai utilisé n'est pas forcément bon, mais je trouve ça fou quand même de se dire waouh, vous vous forcez à prendre le temps. Parce que sinon, vous êtes tout le temps en train de trouver quelque chose à faire, à vous occuper. Et déjà, c'est fou que vous y arrivez, c'est incroyable. Mais c'est parce que vous avez quelque chose sur lequel travailler. Mais des fois, juste se poser et rien faire, ça... Là, tout le monde n'y arrive pas quand même. Tout le monde n'y arrive pas, mais parce que je pense que soit c'est une question de tu ne sais pas t'ennuyer. Et c'est dur de savoir s'ennuyer, vraiment, c'est long. Et on revient un peu à ce que tes parents t'ont inculqué du coup en étant enfant. Ouais, et ça, j'en ai parlé avec ma mère il n'y a pas assez longtemps, je lui ai dit merci pour ça. C'est fou parce que c'est vraiment, encore plus aujourd'hui, je pense, dans un monde qui va à 1000 à l'heure, c'est quelque chose de rare, je pense. Et peut-être que quand les gens viennent un peu sur ton épaule, tu vois, je pense que c'est ce calme-là qu'ils viennent chercher. C'est parce qu'ils sentent bien que toi, tu es relativement, peut-être, en paix avec toi-même et que tu sais te poser seul, a priori. Ouais, peut-être. Peut-être plus que la moyenne. Peut-être. Mais tu vois, je peux le faire dehors. Si je suis chez moi, m'ennuyer chez moi, c'est beaucoup plus difficile. C'est plus dur, ok. Tu vois, j'ai beaucoup plus le réflexe facile de regarder une série et scroller sur mon téléphone, à la maison. Ouais, bah après... Pas dehors. Moi, je pense que c'est toujours mieux de privilégier les moments comme ça quand on peut, hein. Ouais. Donc, Ah bah les 5 mois de l'année où il fait beau à Montréal, c'est sûr que tu me vois très peu à la maison. bah voilà. Mais donc finalement, tout dépend de toi, ce que tu veux, on va dire, comment tu veux te développer et comment tu veux évoluer. Mais le fait que tu saches que tu as cette capacité-là et ce côté peut-être un peu paisible, qui je pense peut-être fait du bien aux autres, et que a priori les autres assez souvent viennent chercher. Et que en plus tu disais que le meilleur moment dans ta journée c'est le moment où tu permets à quelqu'un d'aller mieux. Et si toi c'est ton moment qui t'anime le plus et qui te fait le plus de bien, pourquoi tu ferais pas plus de place à ça? Je sais pas si j'aurais envie que ça devienne mon quotidien. Okay. J'y ai beaucoup pensé quand j'ai fini le lycée, tu sais, quand tu dois faire tes choix post-bac, j'ai fait énormément de choix post-bac, puis vraiment dans des directions totalement différentes. J'ai fait commerce, j'ai fait logistique, j'ai fait art, j'ai fait droit et j'ai fait psychologie. Un panel tout à fait bien étendu. J'avais été prise en psycho parce que c'est la fac, donc c'était quasiment automatiquement pris. C'était pas mon premier choix du tout, donc j'attendais de voir s'il y avait d'autres choix qui avaient été pris, mais donc déjà dès ce moment j'avais un intérêt potentiellement pour la psycho. C'est un truc qui m'a jamais quitté. J'y ai réfléchi dans les 2 dernières années de me dire est-ce que je reprendrais pas des études peut-être pour partir là-dedans. Et je pense qu'il y a 2 choses. Un, j'ai pas la niaque. J'ai pas la niaque de vouloir repartir aux études. C'est quand même un sacré engagement sur toutes ces psychos. On ne parle pas d'1 ou 2 ans, on parle de 5 à 7 ans. C'est quand même un gros engagement sur soi-même. J'ai une amie qui vient de reprendre des études sur 5 ans. Je l'admire énormément de faire ça. Des gens qui vont faire des petites formations à côté, je trouve ça fou. Mais je pense que j'ai pas cette niaque. J'ai de la discipline dans ma vie pour des choses, mais peut-être pas pour ça. Et en plus de ça, est-ce que je serais vraiment capable de faire ça de mon quotidien, d'écouter des gens tous les jours? Je sais pas. Et je sais pas si j'ai envie non plus en fait que ça devienne mon quotidien. Tu peux pas le savoir si tu sais pas. C'est vrai. Non, c'est sûr à 100%, mais je trouve tu dis ça, en fait je me permets de te dire ça parce Bien qu'en sûr. fait je pense qu'on a tous quelque chose à offrir dans ce monde. Tu vois, et c'est pour ça que même du coup on a échangé avant par SMS, tu me disais que tu n'avais pas de rêve. Alors c'est sûr que chacun voit le rêve différemment. Pour moi le rêve c'est s'aligner avec nos énergies, nos dons naturels et offrir aux autres ce qu'on a de mieux à offrir. Pour moi c'est aussi ça le rêve. Après chacun décide ou non de se lancer là-dedans, tu vois. Mais donc pour moi, on a tous un rêve et on a tous une prédisposition un petit peu à certaines choses, tu vois. Après,
Tu vois, tu disais que tu parlais des études, mais en fait, si toi tu te nourris de l'autre, tu es en études tous les jours. C'est vrai. Donc je sais pas si tu as besoin de reprendre les études. Non, c'est vrai. Mais je pense que je me posais la question de reprendre les études parce que comme mon métier, c'est pas un métier qui me passionne du tout. C'est ce genre de moment où tu te dis, c'est peut-être la bonne chose à faire. J'ai déjà vu 2 conseillers d'orientation dans les dernières années. Ils ont tous dit, le métier que vous faites, c'est ce que vos tests et vos résultats donnent comme meilleure chose pour vous ou autre. Mais je vais te poser une question, c'est là, on parle du rêve, mais est-ce que tu penses que les rêves, ils doivent être tous réalisés? Pas tous, mais est-ce que tu penses que quand tu as un rêve, tu devrais le réaliser? Bah, clairement, est-ce qu'ils doivent... Non, ils doivent pas tous être réalisés, et ils le sont clairement pas tous, et très très peu sont réalisés, je pense, en fait. Et c'est pour ça que je veux avoir ces échanges-là, parce que moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que les personnes qui s'approchent de leurs rêves. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui font pas forcément, qui peuvent décider. C'est leur choix, tu vois, de pas forcément s'engager là-dedans. Et puis c'est vrai que c'est des choix en fait, c'est des choix et l'énergie que tu mets pas dans ton accomplissement, tu le mets ailleurs. Donc c'est quelque chose que je respecte complètement. Mais en tout cas, j'ai l'impression que les personnes que je vois qui sont à chaque fois un peu plus proches de leur zone de génie, je vois que c'est des personnes qui souvent vibrent et sont animées, tu vois, et offrent beaucoup. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Donc après, pour répondre à ta question, non, tous les rêves ne doivent pas être réalisés. Et en fait, c'est une question qu'il faut que tu te poses à toi, finalement. Mais en tout cas, de savoir qu'il y a un moment, même si c'est 15 minutes dans la journée, où tu sens que tu es sur ta zone de génie un peu, tu vois, en fait, ça reste un point de départ. Et voilà, après ça dépend la place que tu veux faire un peu à cette énergie-là, quoi. Mais peut-être que ton équilibre actuel te convient très bien. Je sais pas. Pour vrai, je sais pas. Je pense que je me laisse porter, je me laisse vivre. Peut-être qu'à un moment, je vais me réveiller et puis je vais me donner un énorme coup de pied dans la fourmilière, puis ça va dire « Ok, là, c'est bon, on passe à autre chose ». Peut-être que je vais être juste tout à fait OK avec la vie que j'ai maintenant. Mais je pense que j'ai vraiment appris à accepter ça. Je me suis vraiment longtemps battue avec moi-même pour me dire « Soraya, t'es quand même, comme je te disais encore une fois, t'es entourée de gens qui ont une niaque, qui ont des objectifs, qui pensent à faire telle ou telle chose. C'est pas normal de pas faire ça pour toi-même. C'est une perte de potentiel. C'est de te mettre beaucoup d'autopression. Parce que c'est pas une pression que j'ai jamais eu de pression extérieure, par contre, dessus. Ça, c'est l'avantage. J'ai jamais eu d'amis qui m'ont fait me sentir comme quoi c'était une mauvaise chose. Mes parents n'ont jamais été des personnes qui sont là. Non, il faut absolument que tu aies les meilleures notes, il faut absolument que tu deviennes un médecin. Ma famille n'a jamais été comme ça. Je pense que c'est une pression que je me mettais moi-même. Parce qu'encore une fois, les gens avec qui je traîne, les gens que j'ai autour de moi. Et de se dire, waouh, ok, c'est fou d'être entouré de personnes qui sont aussi compétentes, aussi capables. Et toi, d'être le boulet, entre guillemets, qui n'est pas un boulet, tu vois. Mais en fait, ouais. Tu as du mal à accepter les louanges des autres? J'apprends énormément, j'en ai pas souvent, mais j'ai souvent été très mal à l'aise avec ça parce que je pense que c'est normal, chacun voit les autres différemment de comment ils se voient eux-mêmes. Puis il y avait des fois, je pense que je me suis dit, tu me vois comme ça, moi je me vois pas du tout comme ça, ou je pense pas du tout que c'est le cas. Et il y a un très bon jeu, je sais pas si tu le connais, qui s'appelle Totem. C'est pas vraiment un jeu, mais c'est un deck de cartes qui est super bien. C'est un deck de cartes avec des animaux totems. Il va vraiment tout avoir, la libellule, la girafe, l'hippopotame, le cerf, ce que tu veux. Et en fait, c'est un jeu que tu dois jouer avec les autres. Et tout le monde a un nombre de cartes dans la main, puis en fait tu décides d'une personne, puis on va dire tiens, maintenant on va se concentrer sur Bastien, puis il faut qu'on choisisse 2 cartes qui représentent Bastien. Et c'est que des choses positives en fait. Tu vas donner
je vais te donner peut-être je sais pas forcément les bonnes cartes, mais on va dire ok, Bastien, c'est le singe et c'est l'hippopotame. Et puis quand tu vas lire en fait la description de ce qu'est le singe et l'hippopotame, ça va être le singe pour sa sagesse et savoir apprécier les petits trucs fun de la vie. L'hippopotame, c'est la force tranquille, mais qui est capable de foncer quand il faut. Ok. Et en fait, c'est pas seulement ces moments-là, ce jeu-là, c'est pas que de donner des cartes, c'est que tu dois expliquer pourquoi cette carte. Et donc là, c'est les moments où justement les gens vont dire, je te donne cette carte-là parce que je te vois comme ça, parce que tu as fait ça, parce que j'ai tel exemple. Et là, tu te vois à travers les yeux des autres. Et c'est un jeu qui est vraiment très feel good, qui est très très agréable. Quand tu as des coups de blues ou juste même dans la vie de tous les jours, tu dis « Oh waouh, vous me voyez comme ça, c'est beau, merci ». C'est un jeu que je ne peux que recommander. Ok. Mais oui, j'ai beaucoup de Ouais. mal à accepter les louanges des jeux, juste pas parce que j'y crois pas, plus parce que je me dis « Ah, vous me voyez d'une façon, je suis pas sûre que je me serais vue comme ça. » Ou que je suis vraiment comme ça. T'as vu, ça a fait des vagues ce que t'as dit. Et oui. Mais c'est une bonne chose, hein, je pense. Mhm. Tu disais juste avant que tu admirais les gens qui ont des passions et des objectifs. Mm. Toi, tu n'as pas d'objectif? Je sais. Tu l'avais celui-là? J'ai un tatouage qui est marqué un objectif. Ce tatouage-là, je l'ai fait quand j'ai eu 19 ans. Et je l'ai fait parce que depuis le collège, tous les jours, je me l'écrivais au stylo. Tous les jours, j'écrivais un objectif, un objectif, un objectif. Et c'est des choses bêtes, hein. Ça pouvait être des choses comme ok, d'ici la fin d'année, j'aurais parlé à telle personne, d'ici 3 semaines, j'aurais réussi à faire telle chose. Mais des petites choses bêtes. Et mon dernier objectif, c'était venir à Montréal. Et depuis, j'en ai pas vraiment eu d'objectif. Pas des objectifs où j'ai vraiment regardé mon tatouage et je me suis dit, ok, ça, celui-là, c'est le prochain. T'sais. Il y a plein de petites choses dans la vie de tous les jours où tu dis là, je fais de la pole dance, il y a des choses où je me dis, ok, j'aimerais bien réussir telle figure à un moment. Mais c'est des petits objectifs, mais pas assez gros où je veux me dire, tiens, je vais mettre l'effort dessus pour le faire. Mais oui, j'ai quand même un tatouage qui va un petit peu à contresens de ce qui se passe en ce moment dans ma tête et dans ma vie. Donc a priori, c'est quand même quelque chose qui va te suivre un certain temps, cette façon d'être. J'ai pensé à l'enlever quand même, je dois t'avouer. Parce que j'étais là à me dire, waouh, ça fait quand même quelques années, donc là, t'en as plus, et c'est peut-être parce que t'es juste plus cette personne. Soit tu l'es plus, et c'est ok parce que tu changes avec le temps. T'as des gens qui vont devenir plus mous, plus vivants, plus méchants, plus gentils, plus plein de choses, du développement de caractère. Et c'est ok. Et peut-être que je suis quelqu'un qui est plus cet objectif, ou peut-être qu'il est juste endormi. Peut-être qu'il va, comme je disais tout à l'heure, il va peut-être se réveiller dans quelques mois, quelques années, mais il y a vraiment des fois, je le regarde et je suis là à me dire plus très raccord celui-là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que le moment où tu as peut-être voulu l'enlever, c'était le moment où tu disais qu'il y a peut-être une part de toi qui allait mourir ou qui mourrait presque. Parce que franchement, si tu l'as fait à 19 ans, je pense qu'il se cache peut-être sous ce tatouage. Justement, ce qui fait que Soraya est Soraya, tu vois. Et bien sûr, on peut tous regretter des tatouages, mais j'ai pas l'impression que ce tatouage... je me dis que ce tatouage a l'air quand même ancré en toi et a l'air quand même de représenter quelque chose de beau. C'est le sentiment que j'ai, tu vois. Mais... Donc, je pense que tu l'as ton rêve, mais il est encore un peu enfoui. Ouais, il est peut-être pas défini. Et puis c'est vrai que je pense dans ma tête, un rêve, c'est peut-être quelque chose qui est tangible. Peut-être quelque chose de se dire, je vais aller faire le tour du monde, je vais aller ouvrir un café, je vais aller vivre dans une ferme d'alpaca, je vais aller faire du bénévolat. Ouais. C'est peut-être quelque chose qui est tangible et réalisable, de façon à peu près concrète. J'ai eu des choses auxquelles j'ai pensé. Je pense que ça m'est souvent trotté en tête d'ouvrir un café, d'ouvrir quelque chose, mais je n'irais pas de là à dire que c'est un rêve. C'est quelque chose, je me dis, oh, si un jour je le fais, ce sera peut-être bien. Mais pas ce truc d'aller jusqu'au bout de vouloir le faire. Tu vois. Mais c'est pas tangible. C'est pas tangible, mais tu savais le nombre d'idées pas tangibles que j'ai eues avant de vraiment rencontrer les gens.
dans tous les cas, entre tout ce que tu as dit avant, ton rapport à l'autre et dans même cette idée de café, je pense que l'échange avec l'autre et le lien avec l'autre, c'est quelque chose dont tu as besoin quand même, on dirait. Ouais. Mais je pense que ça vient du fait que. C'est même pas je pense, hein, je suis quasiment certaine que ça vient du fait de devoir déménager toutes ces années. Ça forge le caractère et la façon d'être de quelqu'un, de ne pas avoir de base, de ne pas être stable pendant toutes ces années formatrices d'une personne. C'est au niveau social, au niveau amical. Et pourtant, je suis quelqu'un de social, mais je suis vraiment pas entreprenante socialement. C'est-à-dire que j'ai dû le faire, je pense, tellement de fois quand j'étais jeune de devoir aller me faire des amis. Moi, maintenant, me faire des amis, je sais pas faire. Je suis incapable d'aller dans un endroit et de... Les amis que je me suis fait, et j'ai eu beaucoup de chance, c'est parce que les gens sont devenus amis avec moi. Je ne suis pas devenue amie avec eux, si ça fait du sens. C'est parce qu'on est venu me chercher. Mais tu te jettes beaucoup la pierre. Hein. Ah ouais? Bah, je trouve, parce qu'en fait, où est le problème dans le fait qu'une amitié commence... Je ne sais pas s'il y a vraiment un problème dans le fait que l'amitié commence par le premier pas de l'autre. Ça ne veut pas dire que tu apportes moins de choses. Non. Ça veut peut-être même dire que tu as beaucoup à offrir et que c'est les gens qui viennent le chercher. Non, je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Ok. Je le vois pas comme une mauvaise chose. Je le vois plus comme... Je sais qu'il y a des fois, je me dis, j'aimerais bien peut-être pousser certaines amitiés. Ou pas forcément des amitiés qui existent déjà, même si oui, mais des fois je vois des filles, mettons, dans mes cours de pôle ou de sport ou autre, et je me dis, putain, en fait, cette personne-là, j'aimerais bien, à un moment... Il y a une curiosité. J'ai une curiosité, ouais. Mais pas forcément, pas parce que la personne m'intéresse, pas parce que je dis, wow, elle a l'air d'avoir une vie incroyable, juste me dire, j'aimerais bien juste dire, tiens, est-ce que ça te dirait d'aller boire un verre, ou des choses toutes bêtes. Mais faire ce premier pas amical, je ne l'ai plus et je ne sais pas comment je faisais quand j'étais jeune. Et tu me diras en même temps, quand on est jeune, c'est à l'école, tu te retrouves forcé en fait à devenir ami avec des gens parce que tu te retrouves 8 heures par jour assis côte à côte dans une classe. Ça, c'est un truc d'adulte. Hein, j'ai eu beaucoup de discussions là-dessus avec ma meilleure amie sur la cassure que ça fait une fois que tu sors du système scolaire. Sur tes rencontres, sur ta façon de te faire des amis, de maintenir tes amitiés. Tu sais, on parlait tout à l'heure dans la voiture de garder des liens avec des gens de France. Je pense que j'avais des très bons liens avec ces gens-là, mais c'était aussi parce qu'on était à l'école ensemble. On se voyait donc tous les jours, et puis même après l'école, pendant quelques temps, on était coloc avec certains. Donc, tu te retrouves quand même à être forcé d'être autour des uns des autres. Mais c'est vrai que arriver à Montréal ou arriver dans une ville que tu ne connais pas ou quand tu n'as aucun repère, c'est là où tu te rends compte que oh waouh, ok, il faut que je m'efforce à créer des liens et qui ne se font pas naturellement. Pas, encore une fois, parce que je ne suis pas 8 heures par jour assis à côté de quelqu'un, sauf au bureau. Ça, c'est sûr que c'est un défi. Hein. Ouais, c'est un beau défi. Un défi de tous les jours. Hein. Ouais, un beau défi d'adulte. C'est clair. C'est clair. Les relations humaines, ça, je pense que ça reste le truc qui va m'animer le plus. Donc c'est pas totalement le vide, on dirait quand même, en termes d'énergie intérieure, d'animation. Non, ça bouillonne énormément. Ça bouillonne. Il y a beaucoup de pensées. Hein. En fait... Quand tu es seul, tu te retrouves à énormément réfléchir à tout plein de choses. Bien sûr. Bien sûr, et ouais, j'essaie de réfléchir un petit peu à tout ce que tu m'as dit avant et c'est difficile parfois de ne pas, quand on n'arrive pas à coller notre rêve sur quelque chose de défini, de classique, de concret, tu vois. Mais c'est vrai que tu as l'air de te nourrir de tellement de choses différentes. Tu as un côté très malléable, tu vois. Mais c'est pas pour autant que tu peux pas lui donner un nom, tu vois, à ce rêve. Ou en tout cas à cette façon d'être qui est toi. Parce qu'en fait c'est juste ça, hein. Le rêve c'est juste être soi-même en fait. C'est juste ça. Hein. C'est juste ça le rêve en fait. Donc, et je reviens sur cet objectif, tu vois. Le fait que tu t'étais écrit
ce tatouage qui était finalement de découvrir une chose tous les jours en fait, un peu. Ou d'avoir une nouveauté par jour. C'était pas tous les jours que j'avais quelque chose, mais oui, c'était juste de se dire, faut se donner une direction à un moment ou à un autre, je pense. Comme je disais, j'ai pas de souvenirs. Donc je pense que ce que je vais dire là, c'est que je vais supputer, mais ça va être plutôt de se dire, comme je déménageais chaque année avant, c'est peut-être le truc de dire, ok, c'est sûr qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau, c'est sûr qu'il va falloir tout le temps s'adapter à quelque chose d'autre. Puis ta vie va tellement être... Le temps que tu te retrouves stable, en fait, tu vas repartir dans un chamboulement. Une fois que je suis arrivée à mes 10 ans, il y avait peut-être plus ce truc justement de oh wow, ok, là c'est bon, en fait, chaque année on va avoir les mêmes personnes parce que tu vas te suivre du collège au lycée, puis ainsi de suite sur plusieurs années. Tu vas être dans la même maison, tu vas être dans le même quartier, tu vas être dans le même environnement tout le temps. Et c'était peut-être ça, de se dire ok, ben là faut que tu trouves un truc qui va t'animer parce que avant, t'étais obligé de te créer des amitiés. Maintenant, t'es pas obligé. T'es pas obligé d'aller parler à cette personne. Pourquoi est-ce que tu veux T'es pas obligé d'avoir... T'es pas obligé de réussir à faire telle chose à la danse. T'es pas obligé de faire tel truc. Puis je pense que mes parents aussi m'ont inculqué un truc que c'est pas quelque chose que j'ai vraiment très souvent au quotidien, mais ils m'ont inculqué la valeur de travailler pour avoir quelque chose à la fin. Dans le sens où, quand j'avais 9 ans, je pense, c'était quoi ? C'était laquelle, la Game Boy, la SP, la carrée, qui s'ouvrait vraiment un tout petit carré ? Je sais plus, franchement. Je pense que c'était celle-là. Mes parents m'avaient dit, si à la fin de l'année, tu as tant de notes, tu auras cette Game Boy. Puis j'ai jamais grandi avec des consoles ou quoi que ce soit, donc vraiment, j'ai charbonné pour l'avoir. Et tu vois, elle me disait, quelques années plus tard, à Noël, en cadeau que tu ne savais pas, tu as eu la Nintendo DS. Et tu n'as jamais touché à ta DS. Tu as dû jouer genre 5-6 fois, alors que ta Game Boy SP, tu l'as poncé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le clapet ne pouvait plus s'ouvrir et se fermer mécaniquement, tellement je l'avais ouvert. Donc ce truc de... faut que je charbonne un petit peu pour avoir quelque chose. Je pense que je l'avais... intégré, et donc peut-être ce truc-là de dire ok, là il me faut un objectif, il faut que je trouve quelque chose à faire. Et je pense que c'est peut-être aussi, c'est dans les dernières années, je pense que j'ai eu plus des problèmes, c'est pas des problèmes, parce que je sais qu'il y a j'ai eu des phases mentales très difficiles qui font que je pense que j'ai plus donné priorité à juste aller mieux, aller bien, à passer à autre chose, que de trouver quelque chose qui va m'animer. Bien sûr, et puis tu parlais un peu plus tôt de savoir se laisser vivre, savoir se laisser porter. Je pense que cette part de toi, c'est aussi ce qui fait que tu peux donner ce que tu as à donner, tu vois, quand tu es avec les autres. C'est que tu cultives une certaine tranquillité aussi, certaines choses un peu plus posées, peut-être plus que la moyenne, et du coup, quand tu es avec les autres le voient aussi. Donc, j'espère. En tout cas, c'est difficile parfois de s'assumer, tu vois, d'assumer son propre rythme, sa propre façon d'être. Et je pense qu'en fait, on est très nombreux pour lesquels notre façon d'être, elle ne se retrouve pas forcément dans le travail. Mais ça ne veut pas dire, en tout cas pour moi, qu'on n'a pas quelque chose à offrir aux autres. Non, ça c'est vrai. Tu vois ? Et donc, ouais, vois si tu peux faire plus de place à ce que tu offres aux autres. Tu sais, c'est quelque chose... J'aimerais vraiment savoir ce que j'offre aux autres. Mais tu l'as déjà dit ? Je l'ai dit pour une personne. Mais tu sais, oui, je l'ai dit parce que c'est ce que je pense, moi, amener. Mais tu sais, comme je disais, le jeu de tout à l'heure, où les gens puissent te dire vraiment, tu m'as apporté ça ou autre, c'est pas quelque chose qu'on fait tous naturellement. Je pense que c'est absolument pas quelque chose quotidien où tu vas dire aux gens, ah, tu m'as apporté ça, tu m'as fait du bien là-dessus ou autre. Mais je me demande, des fois, tu sais, parce que j'ai des belles amitiés ici. J'en suis très contente, je suis très heureuse des gens que j'ai rencontrés, mais on a tous des niveaux d'amitié, de proximité différents. Puis ça évolue, il y a des gens avec qui j'étais plus proche avant, avec qui maintenant on l'est moins, il y a des gens avec qui j'étais absolument pas proche, puis avec qui on est devenu très proche. Les amitiés, ça évolue. Mais je me rends compte aussi, il y a des gens que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, mais on ne se connaît pas particulièrement plus que ça.
Et c'est ces gens-là, je me dis, tiens, peut-être que j'aimerais plus creuser, peut-être que... Est-ce que on est des amitiés de groupe? Est-ce qu'on est des amitiés qui pourraient durer un peu plus longtemps? Puis j'essaye de commencer à entretenir un peu plus ces choses-là. Mais c'est là où tu te dis, est-ce que tu apportes vraiment aux autres? Plus que ce que toi tu penses apporter. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce qu'on parlait de se questionner sur ce qu'on offre aux autres, et tu as assez vite parlé d'amitié. Et c'est vrai qu'on a tous besoin, je pense, de ces liens-là, on a tous besoin d'amis, de liens forts. Mais parfois, ce qu'on offre aux autres, on l'offre bien avant qu'il y ait une quelconque amitié qui se lie, tu vois. On peut offrir des choses, tu peux offrir des choses à quelqu'un que tu croises une fois dans ta vie. Et je sais pas, tu fais une randonnée en montagne et tu es reçu dans un refuge, tu as le maître du refuge qui te fait un plat incroyable le soir de ta randonnée. Mais c'est ton sauveur pour toi, tu vois. Et tu le vois qu'une fois dans ta vie, mais c'est pas ton ami, ce sera jamais ton ami. Mais pourtant, pour ce moment-là, c'est quelqu'un qui t'a tout donné, qui t'a tout offert. Donc en fait, c'est sûr que pour moi, c'est deux choses qui sont différentes. Offrir, entre ce qu'on offre et les amitiés, pour moi, c'est des choses qui peuvent être quand même distinctes, tu vois. Et je crois qu'on peut, et heureusement, je crois qu'on peut donner beaucoup aux autres sans que ça devienne forcément des amis. Après, il faut être à l'aise avec ça, en fait, aussi. Ouais. Ouais. Puis ça, je pense que c'est aussi quelque chose que tu apprends dans ta vingtaine, trentaine. Encore une fois, quand tu sors de l'école et que tu commences à voir justement les amitiés qui évoluent et qui changent, que tu partes, que tu restes, que les gens ont des étapes de vie différentes des tiennes, je pense que oui, là tu commences à voir, oh waouh, ok, tu peux te délier d'amitié ou de liens que tu pensais extrêmement forts. Et pas tout le monde est à l'aise et ça, je pense que ça prend un bon petit temps d'adaptation ça, avant de te dire, ok, c'est ça la vie. Et ça va être comme ça pendant encore potentiellement plusieurs décennies où ça va peut-être encore évoluer avec d'autres gens que j'ai pas encore rencontrés. Toi, ça te fait mal, ça, de voir les liens se défaire? Ouais, non, vraiment. Je te disais tout à l'heure dans la voiture, je me lie très facilement parce que, encore une fois, de par l'effet de déménager, il a fallu que j'apprenne à faire ça. Je peux me délier facilement, mais quand je dis je me délie facilement, c'est pas en mode ok, je déménage demain, salut, ciao. Ça me bouffe, ça me ronge, ça me fait très mal. Franchement, c'est pas un moment agréable. Parce que je pense que c'est normal. Je pense qu'en plus tu perds un lien, tu perds un repère, je pense que dans la nature humaine, tu vas commencer inconsciemment ou consciemment, dépendamment des gens, de dire « Ah, c'était quoi ma place dans leur vie et c'était quoi leur place dans la mienne ?» Si finalement on n'a pas ça qui a continuité. Et sur le moment, quand on était ensemble, etc., ils avaient telle place, mais des fois tu dis « Ah, je pensais que ce lien était tellement plus fort qu'il allait rester avec tous ces changements » et que finalement tu dis « Ah, finalement, il était que pour un temps. » Et je pense que j'ai énormément de mal, moi, avec les gens qui partent, qui quittent. Puis quand je dis les gens, c'est pas forcément parce qu'eux s'en vont ou quoi que ce soit, mais juste les amitiés qui ne sont plus là, Ouais. C'est assez étonnant, je trouve. Ah ouais? Par rapport à, tu disais l'enfance que tu as eue avec beaucoup de mouvements, j'aurais cru que justement tu aurais développé un certain détachement de ça aussi, tu vois, en ayant l'habitude de faire et défaire les liens. Mais je pense que c'est l'inverse en fait. En fait, non, je pense que quand j'étais jeune, oui. En grandissant, je pense que justement c'est devenu totalement l'inverse. Et ça, c'est que du travail inconscient. Donc encore une fois, j'ai pas été creusée là-dessus, mais ça ne m'étonnerait certainement pas que ce soit le cas. J'ai tellement eu à le faire justement jeune que le faire maintenant adulte, c'est très dur. Ça fait extrêmement mal et c'est... De créer des amitiés? Non, de les perdre. De ce détachement. C'est un manque de stabilité que du coup, j'ai pas eu quand j'étais jeune. Parce que tu sais, entre, donc, comme je disais, les déménagements, c'est intempestif, donc avec les amitiés, mais tu sais, même juste au niveau de la famille. Chez mes parents, ma mère est indienne, mon père est français. Donc déjà, c'est des familles sur deux extrêmes, des deux continents différents. Ma famille indienne, je la voyais, comme je te disais, 2 fois par an pendant 2 mois. Je crée pas on s'aime profondément. J'adore cette famille-là.
en soi quand même proches, même si au final on ne se parle pas très souvent ou quoi que ce soit. J'ai une cousine qui a à peu près mon âge où là on commence à se dire vas-y, on va essayer peut-être de développer une amitié, parce que je pense qu'on s'entendrait extrêmement bien. Mais tu vois, c'est côté familial, pas de stabilité. Du côté de mon père, c'était pas une famille aussi proche, aimante, mais pas aussi proche. Puis ma grand-mère faisait énormément le liant. Et quand elle est morte, forcément, du coup, tu détaches et encore plus de la famille qui fait chacun sa vie. Tu sais. J'ai pas vu ma tante depuis, je pense, 7-10 ans. J'ai pas vu mes cousins, cousines depuis bien plus longtemps que ça. Tu sais, on a très très peu de nouvelles. Donc, stabilité familiale, pas là, de par le fait de la proximité et les liens déjà de base, mais en plus du fait que comme tu déménages, tu sais, quand je dis que je déménageais pas juste de ville, hein, je changeais de pays. J'ai vécu en France, j'ai vécu en Inde, j'ai vécu au Mozambique, au Bahreïn. Donc tu sais, c'est vraiment plus une proximité physique qui n'est pas géographique, qui n'est pas là. Donc c'est un manque de stabilité amicale, familiale, de repères, qui font que je pense que maintenant c'est quelque chose où c'est assez important pour moi, je pense, de pouvoir l'avoir. Ok. Donc tu penses t'ancrer quelque part pour ta vie d'adulte? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que pendant longtemps, je m'étais faite cette image de moi, d'une voyageuse. Tu sais, quand tu grandis à bouger tout le temps, à découvrir plein de pays, plein de cultures, plein de religions, plein de plats, plein de Là, j'entends musique. quelqu'un qui parle du rêve, là, tu vois. Ouais, mais je sais pas si c'était un rêve ou si c'était une image que je me donnais. Dans le sens où, quand je te dis, après mes 10 ans, j'ai pas énormément voyagé. J'ai même des vacances ou autres, j'ai pas été quelqu'un qui partait faire une semaine au Mexique, faire une semaine à Barcelone, des choses comme ça. J'ai pas profité, mais chose que je regrette un peu, c'est que j'ai jamais profité de l'espace Schengen. Même la France, en fait, au final, je connais pas du tout la France comme pays. Mais je pense que, tu sais, instinctivement, parce que j'étais quelqu'un qui bougeait beaucoup quand j'étais jeune, parce qu'on déménageait, je disais toujours, je suis une voyageuse. Tu sais, genre, je découvre. Quand je vais être plus grande, je vais voyager partout. Plus grande, j'ai déménagé tôt de chez mes parents, je me suis fait mon propre argent. Tu sais, c'était pas une question, j'avais pas les moyens, c'était une question de j'avais jamais vraiment l'envie, en fait, finalement, de partir. Et encore une fois, c'est pas parce que ça m'intéresse pas. Et je pense que j'aime bien avoir les gens avec moi pour découvrir les choses. C'est très récent que j'ai commencé à faire des voyages solo. J'en ai fait 2,5, on va dire. On va dire 2 semaines, avec des vraies semaines, et puis l'autre, c'est un grand week-end solo, tu vois. Mais j'ai pas ce truc instinctif de me dire, oh, ok, vas-y, là, cette année, où est-ce que je pars? Est-ce que je pars ici? Je vais découvrir ça, etc. Et j'aimerais beaucoup me dire que je suis quelqu'un comme ça. Mais au final, je commence aussi à accepter de me dire, mais en fait, tu n'es pas comme ça. Tu aimes bien découvrir, tu aimes bien aller ailleurs si l'occasion se présente. Mais je pense que j'ai un besoin de stabilité. Et ça ne m'étonnerait pas qu'en grandissant, je me retrouve à un endroit. Okay. Mais tu sais, ce qui va être un peu le plus difficile pour moi, on revient au truc, c'est toujours les autres. C'est que, tu vois, genre là, je me sens très bien là où je suis, etc. Maintenant, ça fait 7 ans que je suis à Montréal, j'ai une bonne vie ici. On va pas se mentir, les gens que j'ai autour de moi, si c'est pas tous, ça va être 90% de ces personnes qui vont partir à un moment, qui vont rentrer en France ou qui vont aller vivre une autre expérience. Mais je pense que dans les 10 prochaines années, grand maximum, ces 90% ne vont plus être là. Et c'est pas forcément un secret, il y a des gens, ils en parlent ouvertement. Dans les 2-3 prochaines années, il y en a qui en parlent dans 5 ans, il y en a qui disent pour le moment, j'y pense pas, mais tu as toujours le côté qui revient et qui est normal de la famille. Et c'est des gens aussi qui ont gardé des belles amitiés ailleurs. Donc je sais qu'à ce moment-là, quand ça va arriver, cette vague de départ, est-ce que j'aurai encore envie d'être ici? Ou est-ce que j'aurai envie de me rapprocher de là où les gens avec qui je suis encore proche sont? Je ne sais pas. Tu m'as dit tout à l'heure, c'est à partir de quand que tu as arrêté de déménager? De suivre ces mots-là. Quand je suis arrivée à Montréal, donc il y a 7 ans.
c'était mon dernier objectif, dernier gros objectif. En tout cas, ce qui est bien, c'est que où que tu sois dans le monde, tu peux trouver un objectif. Ouais. Et tu as ce tatouage pour te le rappeler. J'ai ce tatouage pour me dire Coco, t'oublies pas. C'est vrai, je l'ai. Même si je pense que c'est dur effectivement de voir partir des gens proches et des gens qui nous sont chers. Et c'est sûr que il y aura sûrement des moments difficiles, ouais. Des moments douloureux. C'est sûr. Pas le choix, hein, de toute façon. Ça rend la vie intéressante. C'est que ça apportera aussi des nouveautés. Bah oui, non mais c'est sûr, tu sais, c'est comme je disais, on passe tous par des phases difficiles. Ouais. Comme je disais, ces dernières années, ça a été plus des phases mentalement plus difficiles de mon côté. Et je suis en mode, ok, ça fait du bien des fois aussi avoir du calme. Ouais. Mais c'est sûr que ça apporte des très mauvais passages, des très mauvais moments qui font extrêmement mal, où tu te remets énormément en question et tu cogites et ça va pas forcément bien. Mais une fois que tu t'en sors, t'es en mode, ok, là j'ai level up sur telle chose, où je vois les choses différemment, où je suis plus calme par rapport à ça, où je suis plus intransigeante par rapport à telle autre chose. Donc ça va être la même chose, comme tu dis, si les gens partent, tu vas découvrir d'autres façons. Ça va peut-être me forcer justement à me faire d'autres amis et d'apprendre à redécouvrir ce côté de resociabiliser, parce qu'il va falloir que je m'efforce à le faire. Ce côté aventurière, peut-être. Peut-être parce que, ouais, tu sais, genre là, je suis revenue il y a même pas 2 mois. J'étais partie parce que j'étais juste... Cet hiver a été extrêmement long à Montréal. C'était particulièrement difficile. Et la dépression saisonnière, moi j'ai commencé à découvrir ce que c'était dans les quelques dernières années. Quelque chose que je pensais pas que j'aurais un jour. Et là, j'étais vraiment juste écœurée de l'hiver. J'en pouvais plus. J'étais à bout, j'avais besoin de soleil, j'avais besoin de chaud. Je devais partir à la base avec une amie, et puis finalement, je suis partie toute seule. Ça n'a pas été très aventurier, hein. Mon but, c'était juste d'avoir les pieds dans le sable et dans l'eau. Mais au final, je me suis laissée un peu porter. J'ai croisé un ami d'amis qui était purement par coïncidence. Ça s'est extrêmement bien passé. C'était pas de l'aventure, mais c'était juste de se dire, ok, je me laisse porter. Et peut-être qu'avec le temps, là, je vais commencer à me dire, ok, apprends à faire les choses pour toi. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends récemment. De faire les choses pour moi, pas de faire les choses pour les autres, pas de faire les choses pour un couple, pas de faire les choses pour des amitiés, pas de faire des choses, vraiment faire les choses parce que tu as envie de les faire. Et ça, c'est une bonne découverte en vrai. C'est une belle découverte. Ça prend du temps, mais... Ouais, parce que tu vois, rien que là, je viens de te donner un exemple de dire, est-ce qu'au moment où les gens vont partir, est-ce que je vais vouloir aller suivre les gens ? C'est tout bête, hein, mais je pourrais très facilement partir là où les gens sont. Tu sais, c'est là, mettons, l'année prochaine, la plupart de la bande décide de déménager à Verdun, qui est donc beaucoup plus loin de là où on est tous actuellement. Ça ne m'étonnerait pas que je sois instinctivement en train de regarder des appartements à louer à Verdun pour me rapprocher des gens. Alors que pourtant, j'adore mon quartier, j'adore mon appart, j'adore tout ce qu'il y a autour. Est-ce que j'aimerais particulièrement Verdun ? Peut-être pas, mais je viendrai à Verdun parce que les gens y sont. Et je le ferai pour moi parce que je veux me rapprocher d'eux, mais c'est eux les instigateurs. Et tu vois, des fois je me dis, est-ce que je serais capable de déménager parce que j'en ai vraiment envie dans un autre pays, dans une autre ville, s'il n'y a pas quelque chose qui me pousse. Je pense qu'il y aura d'autres personnes, mais ce ne sera pas des gens que tu connaîtras d'avance. Ce sera la difficulté peut-être. Ouais, mais aussi juste de vouloir le faire pour soi-même. Ouais. C'est ce côté-là, justement, de dire de ne pas le faire pour les autres. De se dire, là, tu sais quoi, j'ai envie de découvrir Sydney. Mais est-ce que vraiment je serais capable de bouger par moi-même pour aller à Sydney ? Non, je crois que ce tatouage mérite un carnet. Hein. Moi, c'est le sentiment que j'ai en tout cas. Ouais. Ce fichu tatouage. Ma mère le déteste. Ah oui, tiens donc. Parce que je l'ai fait avec l'argent qu'elle m'a donné pour mon anniversaire à distance. Et ça, c'était sa plus grande erreur. Ma mère n'a jamais été très pro-tatouage, mais dans le sens où, quand j'ai eu 19 ans, c'était quand je les ai fêtés à Montréal. Elle m'a dit, tiens, je t'envoie de l'argent, prends-toi quelque chose qui te fait plaisir. 3 jours plus tard, je lui ai écrit, je lui ai envoyé une photo, je lui ai dit, regarde ce que j'ai pris. Elle me dit, qu'est-ce que c'est ça ? C'est ton cadeau d'anniversaire. Elle est devenue livide.
Elle m'a dit, c'est moi qui ai payé pour ça. J'ai fait. Mais oui. Mine de rien, peut-être que ça... Merci maman, hein, toujours. Merci de m'apprendre à m'ennuyer. Merci de m'apprendre la valeur de l'argent, du travail. Merci maman. C'est beau. Quand même. Écoute, il faut bien remercier ses parents. Hein. Pour les petites choses comme pour les grandes. Bah, on tient beaucoup de choses d'eux, hein. Oh ça oui. Je pense. Ouais. Je pense. Si on pouvait choisir toutes les choses qu'on pouvait tenir, ouais. Je pense que je prendrais plus le côté aventurier de mon père. Mais tu l'as? Honnêtement, non. Mais ça te fait peur de le prendre, ce côté-là? Je sais pas si ça fait peur. Parce que je pense que quand on dit ça fait peur, on pense à une certaine peur. Donc je pense que oui, je pense qu'il y a une partie de peur, mais qui n'est pas forcément celle à laquelle les gens vont penser instinctivement. C'est pas la peur de l'inconnu. C'est la peur du manque de motivation. C'est qu'une fois que j'y suis, je suis très contente d'y être. Et je suis prête à faire plein de choses. C'est m'y lancer. De faire ce pas, de dire oh, je vais partir à l'aventure. Me lancer me fait peur, en fait, c'est ce côté-là. C'est pas une fois sur place où je vais avoir peur, c'est pas me dire oh, qu'est-ce que je vais faire, oh, où est-ce que je vais aller, est-ce que je vais m'ennuyer, ça non, c'est vraiment juste le starter que j'ai pas. Et puis je pense j'ai un peu été forgée aussi inconsciemment, mais on ne partait jamais en vacances avec mes parents. Encore une fois, parce que tu me diras, pendant 10 ans, on faisait des vacances annuelles qui duraient pendant une année à découvrir plein de choses. Donc forcément, tu ne fais pas de vacances à ce moment-là. Mais même après ça, en fait, on n'a fait que 2 vacances une fois qu'on était installés. Et tu vois, même maintenant, avec mon père, il a la retraite, il a quand même 76 ans, il est vieux, il commence à vieillir, ça se fait ressentir. Puis je lui en parlais il y a 2 ans, ça te dirait, on se ferait pas des vacances tous les deux? Ça serait bien en fait de partir entre père et fils, ça serait pas mal. On n'a pas toujours une relation facile. J'aimerais bien faire ça avec toi, c'est justement de découvrir ce que c'est de partir en tant qu'adulte avec toi, comment tu le faisais, comment tu l'as fait. Mon père, dès qu'il avait 14 ans, il a quitté la maison. Il dormait sur des bancs en Allemagne, il faisait 400 coups, il faisait du stop. Enfin, de ce que c'est de découvrir le monde à ta façon. Mais tu vois, mon père, sa réponse, c'est « Ah ouais, mais non, on partirait combien de temps ?» Je sais pas, 2 semaines, 10 jours, je sais pas, enfin, un temps, tu sais, 2-3 semaines, quoi. Je dis « Mais non, moi, je veux faire du voyage. » Pour mon père, tu sais, partir en vacances, ça vaut pas le coup. Lui, ce serait 3 à 6 mois minimum. Partir prendre sa moto et on va faire le tour de l'Inde comme il l'a déjà fait. C'est se dire, on prend un bateau, on descend le Nil, mais on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre. On part du Mali avec une Jeep, puis on peut finir en Ouganda sans le savoir. Mais c'est des choses où en fait, ça prend plus que 3 semaines à faire. Mais tu sais, t'as le droit d'avoir une vie qui ressemble à des vacances dans l'œil des autres, si c'est ce qui t'anime. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tout est possible.